C'est-à-dire que justement, alors ça fait très bien le lien avec ces fameux Illuminati. Hein, alors, les Illuminati, donc, qu'on va dire, c'est quoi alors? Parce que, bon, pour bien que les gens comprennent, parce qu'on parle d'Illuminati, souvent, on fait le lien avec la franc-maçonnerie. Oui. Est-ce que ce lien, on doit le faire forcément? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que ces Illuminati qui justement utilisent le symbole de la pyramide avec l'œil d'Horus, hein, c'est un de leurs symboles favoris, on va dire, qu'on retrouve voilà, sur tout un tas de choses. Est-ce que déjà, qu'est-ce que ça signifie et quel est leur lien avec ce passé-là? Est-ce qu'ils ont quoi? Ils ont intérêt à pas que ça se sache? Parce que c'est quoi le but de nous cacher en fait la genèse et l'histoire de l'humanité? On retourne encore sur l'explication de Darwin. Si tu expliques à l'homme qu'il n'est pas la création de Dieu, tu en fais un homme qui est tourné vers le matérialisme. Tu en fais une unité, je dirais, économique. Mais donc l'homme n'est plus dans une perspective de faire son salut pour l'éternité. L'histoire, elle est là. L'histoire des satanistes sur certains Illuminati parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des révélations de certains Illuminati qui disent très clairement, effectivement, que le but de cette hiérarchie occulte, c'est d'amener le plus grand nombre en enfer. Mais que ce plus grand nombre, effectivement, ne fasse pas son salut. Parce que le but de l'homme, il est là. C'est que si l'homme fait son salut, il a tout gagné pour l'éternité. S'il ne le fait pas, il a tout perdu pour l'éternité. C'est tout le deal. Donc pour les Illuminati, effectivement, les Illuminati, on voit, enfin je ne sais pas si c'est plus ou moins ta question, que c'est un ordre qui a été dissous. Créé par Adam Weishaupt en 1776. Le 1er mai. Voilà, le 1er mai. 1776, financé par Rothschild. Ouais, on sait Amir Rothschild. Oui, tout à fait, Michel Rothschild. Ouais. Michel, ouais. Et cet ordre est dissous en 1785. D'accord, parce que des documents sont... Voilà. Je crois que c'est la police bavaroise, c'est ça qui tombe sur des documents. Donc c'est un prêtre, défroqué, qui transporte des documents. À qui, je n'en sais rien, qui transporte des documents, il est foudroyé. Il tombe à terre, donc il est mort. Et la police bavaroise, donc en 1785, trouve des documents. Le prince de Bavière, ensuite, mène des perquisitions. Un des avocats, même l'avocat de Weishaupt, celui qui crée les Illuminati, est perquisitionné, en fait, de toute façon il n'est plus là. Il s'agit de l'avocat von Zwack, où on retrouve des codes secrets, des amulettes, des formules sataniques et des plans surtout pour, via la France, mener une révolution en Europe. C'est exactement ce qui va se passer. Et on découvre plusieurs choses, c'est exactement ce qui se passe. Ils préviennent le roi de France, il me semble même. Et le roi de France n'y croit pas. Le roi de France n'y croit pas. Est-ce que le roi de France était déjà tenu par la franc-maçonnerie? Son frère était le chef de la franc-maçonnerie. Tout à fait. Apparemment, Louis XVI, même Louis XVI appartenait à la franc-maçonnerie. Ah, même Louis XVI était franc-maçon lui-même, d'accord. On retrouve un tableau, on voit une laie d'honneur avec les épées qui sont pointées vers le bas, enfin, ou je ne sais, enfin, il y a... enfin, en tout cas, il y a une révérence maçonnique ou un toit maçonnique avec des épées, je ne sais plus exactement. Ça se fait avoir, là, finalement. En tout cas, sur les plans des Illuminati, c'est clairement écrit en 1770 dans un livre de Weishaupt qui s'appelle Le Testament de Satan, où il parle déjà de la fin des nations, d'une supra-gouvernance mondiale, de la destruction des familles, de la perversion des élites nationales et politiques, etc., etc., etc. Et il dit très clairement que le dieu de la franc-maçonnerie, c'est Satan. C'est confirmé dans Morals and Dogma en 1780 par le général sudiste du 33e degré, Pike, général sanguinaire. Albert Pike.
Albert Pike. Qui est lui-même grand franc-maçon notoire, général sanguinaire, qu'on dit à l'origine de la création du Ku Klux Klan, je sais pas si Oui, entre autres. Ouais. Et lui-même reconnaît écrit dans ce livre que le dieu de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer, qui est réservé pour l'élite. D'accord. Et d'ailleurs, à propos de Pike, tu confirmes bien cette lettre présente, soi-disant, au musée de Washington, qui prédit les 3 guerres mondiales. Oui, c'est ce qu'on... Alors ça a été... bien sûr, les francs-maçons disent que c'est une fumisterie. Oui. Ça, on ne pouvait pas s'attendre au contraire. Ça a été exposé à la librairie du British Museum. On en revient encore à ce British Museum. Et celui qui en parle, en tout cas c'est tout à fait pertinent, c'est en 1955, si j'ai bonne mémoire, c'est Guy Carr, dans Pawn in the Game, pion dans l'échiquier, ou dans le jeu, en 1955. Et on parle de 3 guerres mondiales. Et lui en parle en 1955 donc. Et cette 3e guerre mondiale, c'est la confrontation du monde musulman avec le monde sioniste. Ouais. On est en 55. En 55, on aurait pu faire l'erreur encore, je pense, quant à la précision de cette prédiction-là. En tout cas... 55, il faut déjà anticiper, il anticipe ce monde sioniste et ce monde musulman, parce que... On était encore, on va dire, bon, si on le dit 40 ans après, 50 ans après, bon... voilà, mais... Non, parce qu'aujourd'hui, ça apparaît comme l'évidence, en 55, j'ose pas imaginer. Voilà. Donc cette lettre, oui, en tout cas, c'est Guy Carr qui en parle, ancien officier de l'armée canadienne, etc. D'accord. Voilà où est-ce que nous en sommes. Bon. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Donc ça voudrait dire que... En tout cas, Pike parle effectivement, ça c'est très clair. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, même dans le rite, enfin, c'est une chose qu'on pourrait développer, dans le premier rite de la franc-maçonnerie qui vise à mettre un bandeau sur les yeux. La fameuse cérémonie du bandeau. Où on parle effectivement... on est enfermé dans une pièce, puis on vous fait sortir, puis vous êtes entouré, puis je crois on mime de vous tuer. On met une épée sur le cœur, etc. Où on ne doit pas effectivement travestir, ou sans savoir quels sont les secrets de la franc-maçonnerie, on fait promettre qu'on ne dira rien là-bas. Qu'on ne dira rien. Et qu'on ne trahira pas ses frères. Voilà, alors qu'on ne sait pas alors qu'on de quoi il s'agit. Il faut comprendre que, ça je m'adresse pour donner une notion surnaturelle, que le baptême imprègne, l'eau du baptême imprègne l'âme pour l'éternité. Et avec la franc-maçonnerie, nous avons affaire à un contre-baptême. Dès le premier grade, quels que soient les ordres maçonniques. Et ça, on ne le dit malheureusement pas assez. C'est-à-dire que les francs-maçons, donc on leur enlève le bandeau, certains parlent d'une lumière qui imprègne tout leur corps. Il est bien évident qu'on ne parle pas de la lumière de Dieu. Et ensuite, pour cette série d'initiation, ce rite initiatique, il parle de se défaire de tout objet métallique. On peut effectivement penser qu'il s'agit de se défaire de tout ce qui pourrait être une protection contre des forces du mal, c'est-à-dire médailles sacrées, etc. Ouais, genre des petites médailles qu'on porte avec un petit crucifix ou une petite vierge. En tout cas, quand certains francs-maçons initiés à la franc-maçonnerie parlent de la lumière qu'ils voient lorsqu'on enlève le bandeau, ce n'est pas la lumière de Dieu. Puis après, Bill Schneebelen, entre autres, parle de cela. Il parle des serments que l'on fait tenir ou autres, ou comme quoi on nous fait boire, ou je ne sais trop quoi, dans le crâne d'un mort. Et que si on trahit, ça c'est au 18e grade, encore dans une loge spéciale, mais enfin bon, où on nous fait promettre donc que on reprendrait les péchés effectivement de la personne qui est morte, à qui appartenait ce crâne, etc. C'est qui est complètement anti-catholique, anti-chrétien. Et on n'aurait pas, je dirais, à tenir déjà, si on avait une notion minimale de ce que c'est que cette initiation satanique, on ne peut pas promettre comme ça de reprendre les péchés d'un mort, ce qui est complètement va à l'encontre de la mission du Christ,
qui est là pour racheter nos péchés. Donc on voit que cette franc-maçonnerie est purement démoniaque, ce qu'on ne dit pas assez. Mais est-ce que tu fais le lien entre... Mais ça, Bill Schneebelen en parle beaucoup mieux que moi, parce que lui a été franc-maçon avant d'arriver à l'église de Satan. Mais est-ce qu'on peut faire le lien entre la franc-maçonnerie et les Templiers qui les ont précédés? Parce que Oui, ça, bien beaucoup entendu. le font Bien entendu. énormément. Mais il y a des loges c'est où- faux. Les francs-maçons s'en défendent constamment en disant que c'est faux, on peut pas faire En le tout lien. cas, au 18e grade, ça c'est écrit dans un livre qu'on a voulu interdire, je crois, dans les années 80, un livre d'Aaron Monus, ça s'appelle l'Empire nietzschéen. Aaron Monus est un ancien initié de la franc-maçonnerie. Il raconte que dans une loge, au 18e grade, on ferait prêter, on cracherait sur le Christ, et on ferait prêter donc à ce grade-là, c'est ce qu'il dit, hein, et c'est un ancien initié, donc il explique que on ferait prêter donc serment de vengeance pour la mort de Jacques de Molay. D'accord. Donc on voit le lien entre les... Oui. Mais ça, je ne sais pas si c'est dans toutes les loges, je ne pense pas, c'est seulement dans une loge. C'est cette pensée, moi j'ai déjà entendu entre guillemets, la vengeance des Templiers pour détruire le Vatican et l'Église catholique. Parce que justement, cette vengeance absolue contre déjà le royaume de France, Oui, on peut presque dire qu'elle a eu lieu, puisque tout à fait. Oui, le roi de France s'est fait débouter, si j'ose dire. Ça a mis peut-être 300 ans ou 400 ans, mais Oui, ils ont oui. réussi. Et pour ce qui est de l'Église catholique, elle est très très mal. En tout cas, les coups de boutoir contre l'Église depuis 200 ans sont énormes. Mais on parlait encore, début de première partie de Don Luigi Villa, hein, qui était placé donc au service de renseignement du Vatican auprès du cardinal Ottaviani. Oui. Et c'est Padre Pio, donc le capucin au stigmate du Christ, enfin dans ses deux mains, qui disait que la franc-maçonnerie était déjà aux pantoufles du pape. Il est très intéressant de voir, par exemple, c'est encore une fois, il suffit de regarder et de se sortir de tous ces préceptes. Lorsque Ratzinger, enfin le pape de Benoît XVI, a été fait pape, en avril 2005, sur sa mitre, on retrouve le dieu Pan, très reconnaissable par son double nez, sa flûte, et parce qu'il est à moitié dénudé. Et ça, je l'ai vu en grandeur nature aussi, dans une reproduction à la cathédrale de Munich, où on voit véritablement, sur sa mitre, le dieu Pan, qui est un dieu Païen. de l'Antiquité, un dieu païen de la Grèce, qui était aussi le dieu à qui vouait un culte ce fameux Aleister Crowley. Et Encore lui. ça, c'est expliqué dans Chiesa Viva, donc par Don Luigi Villa, avant qu'il ne décède en novembre 2012. Hein. Entre autres choses, puisqu'il y a plusieurs choses dans le Vatican qui sont très choquantes, et ça rejoint les prédictions de la Salette en 1846, quand la Sainte Vierge apparaît. C'est la seule fois la première fois où elle apparaît en pleurs. Et elle dit, donc la Salette, c'est pas loin de l'Italie, en France, hein, Oui. et elle dit qu'à la fin des temps, l'Antéchrist régnera au Vatican. Elle parle de cloaques d'impureté à propos des prêtres, de prêtres qui perdront la foi. C'est très précis. À l'époque, on ne savait pas de quoi elle voulait parler, puisque les temps ne prêtaient pas encore à de pareilles spéculations. Pareil comme les fameux secrets de Fatima. Les fameux... Nous sommes en plein dedans, où on peut penser que le troisième secret que le Vatican a révélé n'est pas le vrai secret. Ce n'est pas le vrai secret. Parce qu'en plus, quand ils avaient ouvert la lettre à l'époque, ils n'avaient pas voulu révéler le secret tout de suite. On peut même penser... D'ailleurs, ils auraient dû le faire en public dans l'absolu, puisque c'était... je ne sais pas, parce que c'était réellement un secret qu'on voulait cacher. Mais là, je ne suis pas spécialiste en la matière. Je ne veux pas dire de bêtises à ce niveau-là, c'est trop précieux pour... mais en tout cas, Fatima, c'est très clair, oui, sur la fin des temps. Et alors, cette société donc secrète qu'on nomme Illuminati, qui, on va dire... comment on pourrait les interpréter? C'est quoi? Parce que moi j'ai lu, je l'ai vu parler aussi de ce sujet-là, des 13 lignées sataniques. Donc c'est quoi? Il y a comme ça des familles qui dirigeraient tout le reste? Oui, Robin de Reuter, Fritz Springmeier parle de 13 familles qui... à l'intérieur de ces 13 familles, il peut y en avoir 5. Bon, c'est ce que rejoint aussi, c'est un agent du MI6, le docteur John Coleman. Enfin, il y a plusieurs personnes qui parlent de cela, oui.
13 familles qui dirigeraient le monde. Et David Icke, qui nous parle de reptiliens, Non. de lézards, la reine d'Angleterre c'est un lézard. Là, moi, je l'entends dire, c'est des conneries, c'est quoi? C'est du fake absolu? Pourquoi? C'est quoi son intérêt de raconter des conneries comme ça? David Icke, en fait, on ne sait pas trop pour qui il roule. Il y a beaucoup de choses qu'il raconte. Il dit que la Lune, ça serait un satellite qui aurait été fabriqué, qui serait en fait une sphère métallique. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont très curieuses. Moi, ce que je constate, c'est qu'on sort du domaine, enfin excuse-moi de te le livrer comme ça, Ah bah non, mais on sort du domaine de la Bible, que je considère comme le texte vrai. David Icke, je pense qu'on pourrait se poser la question de savoir s'il n'est pas là justement pour discréditer les recherches sur les Illuminati. En apparence, il dit beaucoup de choses, mais concrètement, je pense... Mais l'histoire des lézards, c'est... Non, ça ne tient pas debout. Honnêtement, ça ne tient pas debout. Parce qu'il martèle ça quand même à longueur de Oui, journée. oui, bien sûr. Une race de reptiliens. Tout à fait, oui, oui. Parce que là, on est dans le bon. Je sais qu'on est dans le très haut niveau de complotisme, pour ceux qui diraient. Non, mais, je pense que... les reptiliens, moi, bon, bah, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai vu ça, j'ai trouvé l'histoire, on va dire, elle est un peu absurde de base. Mais maintenant, tout m'intéresse, je me pose des questions, je me dis, bon, bah, c'est quoi, il y a quoi derrière, ou alors quel est le but de ça, ou alors, oui, peut-être tout simplement brouiller et... Ça peut être le cas. Créer une confusion, parce que... C'est peut-être possible. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a des gens qui cherchent de manière tout à fait sérieuse sur les Illuminati, et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour brouiller les cartes, pour discréditer cette recherche-là, c'est fort possible, et nous pouvons penser que David Icke est là pour ça. C'est une possibilité, je n'en sais rien. D'accord, parce que bon, David Icke, j'ai déjà aussi entendu d'autres personnes, surtout aux États-Unis, qui remettaient en cause sa crédibilité. Alors non pas côté Doxa, côté des gens qui sont évidemment critiques aussi et qui disent oui, mais lui serait aussi un agent du système, qui disait la même chose de Zachary Sitchin, je vais pas te mentir non plus. Donc, comme quoi je... Comme quoi, tu vois, c'est peut-être pas dans le faux, parce qu'il me disait ça. Il disait que Zachary Sitchin, lui aussi, avait des rôles d'agent du système et qu'il avait un espèce de porteur du New Age. Et tout à fait, oui. Ça rejoint mon livre sur les extraterrestres, les messagers du New Age, on est en plein dedans. Eh ben voilà, on va terminer par ça, justement. Voilà, les extraterrestres, les messagers du New Age. Alors toi, tu crois pas du tout à ces histoires de petits hommes verts et de... Non, parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on explique que les extraterrestres n'existent pas, on découvre plein d'autres choses derrière. C'est-à-dire qu'il y a une troisième voie. Est-ce que, attends, les phénomènes ovnis existent ou pas? Ah, bien sûr. Ah, les phénomènes... Mais sauf que, donc toi, tu ne donnes pas la même explication, ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une autre explication, selon toi, au phénomène ovni. Le phénomène ovni, attends, il y a une chose qui est très curieuse. Il y a deux choses qui sont très curieuses. Et je prends mes sources, notamment, de deux livres. Le premier, c'est le rapport Cometa écrit par le général Letty, directeur de l'IHEDN, École des ingénieurs de l'armée. Il est entouré par des amiraux, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont le cerveau bien bordé. D'une part. Le second livre, d'autre part, c'est OVNI, 40 ans de désinformation, écrit par Jacques Parmentier, préfacé par Vladimir Volkov. C'était un type qui avait aussi le cerveau bien bordé. Dans ces deux livres, en tout cas dans le premier, c'est-à-dire le rapport Cometa, et je pense qu'il en parle aussi dans le second, dans le rapport Cometa, le général Letty dit, et ça c'est très fort, que les Rockefeller ont financé l'épouse, donc Madame Galbraith, l'épouse de l'ambassadeur américain à Paris dans les années 80, pour qu'elle fasse des recherches sur les scientifiques qui s'intéressaient aux ovnis. Elle finançait les scientifiques français? Les Rockefeller ont financé Madame Galbraith, épouse de l'ambassadeur américain à Paris dans les années 80, pour qu'elle fasse des recherches sur les scientifiques dans le monde qui s'intéressaient aux ovnis, aux soucoupes volantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'après elle a fait un écrit, qui est un écrit confidentiel, qu'elle a remis à des parlementaires aux États-Unis. Ce que l'on sait aussi,
ce général Letty, donc, il fait l'étude des ovnis, où il constate que 4 à 5% de ce qui nous est inconnu ne peut vraiment pas être expliqué. C'est ce qu'il dit, 4 à 5%. Il dit dans tout ce qu'il observe, aucun des ovnis ne provient de l'extérieur de l'atmosphère pour entrer dans l'atmosphère. Tout est observé à l'intérieur de l'atmosphère. C'est ce qu'il dit. Et il constate que les ovnis, par exemple, qu'il voit, ou certains sont pris en chasse par l'armée américaine, en Iran, disparaissent en 79. Quand les Américains sont chassés de d'Iran, et que le pouvoir est pris par les ayatollahs. À croire que les ovnis ont eu peur des ayatollahs. Plus sérieusement, on peut penser que les ovnis appartiennent à de l'armement secret. Surtout qu'il y a les Rockefeller qui sont derrière. Ce qui est très troublant, c'est pour ça que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, et on ne peut pas de manière primaire dire les ovnis existent et c'est les extraterrestres, et à contrario dire aussi c'est de la fumisterie. Parce que l'un et l'autre, je pense qu'il y a une, voilà, il y a une troisième voie où on peut parler d'armement secret. En 1947, il y a 3 choses. Il y a Kenneth Arnold qui est en juin 1947, Kenneth Arnold qui est un pilote américain voit 9, je crois que c'est 9, soucoupes volantes. C'est lui qui donne le terme de soucoupe volante. Dont un ressemblerait aux ailes des frères Hort, je crois que c'est cela, ou Horten, pardon, H-O-R-T-E-N, qui auraient été des soucoupes volantes, ou des ailes, on va dire, évoluées sur les recherches de l'Allemagne nationale socialiste. Donc, un des 9 ressemblerait aux ailes des frères Horten. Juin 1947. Et on apprend que cela vient, donc aux États-Unis, que ces 9 soucoupes volantes viennent de l'ère 51. Oui, premier élément. C'est la version juillet 1947. Roswell, où la carlingue, on va dire, enfin, est complètement broyée. L'extraterrestre qu'on en sort a juste une blessure à la jambe. Et Kodak, dans les années 70, expertisera les images et ne peut vraiment pas dire qu'il s'agit d'un extraterrestre. Et il y a plusieurs... oui, parce qu'en grande pompe, alors, je me rappelle qu'on nous a quand même montré ça à la télé, en nous expliquant, alors c'est assez marrant, ça s'est fait en 2 temps, en nous expliquant super scoop international, l'autopsie des extraterrestres, et dès le lendemain, fake, non, attention, tout ce qu'on a vu la veille était faux. Et il y a par exemple une personne qui a eu dans son jardin, enfin entre les restes de cette carlingue, et qui a reçu la visite de certains militaires pour récupérer... on parle aussi d'écriture hiéroglyphique, je ne sais plus qui parle de cela, qui aurait été sur du papier scotché. Enfin bon, on voit que ça ne tient pas la route. Et 1947, création de la CIA, où des hauts pontes de la CIA appartiennent au NICAP, qui est un club, on va dire, un cercle d'ufologie qui accepte tout et n'importe quoi du moment que on ne parle pas d'OVNI en tant que d'armement secret. C'est-à-dire que c'est un groupe qui dit, voilà, ce sont les extraterrestres, etc., etc. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Rockefeller parlent de ça. Les Rockefeller tiennent des réunions secrètes aux États-Unis, en comité restreint, bien entendu, sur l'histoire d'OVNI, avec un certain professeur Sturrock, qui est un diplômé d'une université américaine, qui est un spécialiste des fluides, qui a écrit un livre en anglais, qui a été traduit en français, qui est épuisé, donc je n'ai pas pu me le procurer en tout cas. Enfin bon, on voit effectivement que c'est tout à fait très intéressant, enfin, la recherche scientifique et le milieu de la haute finance. Et tu vois, quand on parlait encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de croiser les pistes, quand on parle des galeries souterraines, où on retrouve l'armée américaine derrière, etc. Donc l'armée américaine n'est pas venue là par hasard, c'est qu'elle était en mission
commandité par certainement des têtes dirigeantes. Et nous y retrouvons, comme je le disais, ce fameux Armstrong qui appartenait au Bohemian Club, où tu retrouves là aussi les grandes têtes. Donc, tu vois un peu dans quelle ambiance on est. Ça, c'est du constat. Après, on ne peut pas non plus... Ouais, mais on a des phénomènes ovnis qui précèdent 47, bien avant, même il y a des siècles et des siècles. Alors, c'est justement tout l'intérêt. Tu avais fait une émission à Toulouse avec Rock Soccer. Tout à fait. Et Rock disait, pour les crop circles, les dessins champêtres, on observe, et on retrouve les Rockefeller derrière encore, 80% de ces dessins apparaissent sur des terrains militaires ou des terrains qui ont été loués par l'armée. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'il a dit. Après, ce qui est complètement intéressant, c'est qu'on peut parler d'armement secret pour ce qui est de l'heure actuelle, mais quand on voit des ovnis à l'époque des pharaons, quand Goethe, puisque c'est le cas, parle d'ovnis, quand on parle d'ovnis je pense aux églises du Kosovo, même du XIIIe siècle, où on voit des peintures assez bizarres qui symbolisent un peu des objets volants, en tout cas. Ça, je ne vais pas étudier, mais... en tout cas, je connais un docteur qui dit ça peut effectivement expliquer ce qu'on trouve en Égypte sur déjà des engins spatiaux, des avions. Les avions dont on parle en Égypte, peut-être qu'ils étaient connus aussi dans l'Europe du XIIIe siècle et qu'ils auraient été dessinés, pourquoi pas. Mais je ne connais pas ces dessins, donc je ne peux pas en parler. Mais si on voit, je le répète, donc des dessins comme à Abydos, sur le temple ou ailleurs des modèles réduits d'avions, il est possible qu'on les ait connus en Europe au XIIIe siècle. C'est une supposition. En tout cas, on ne peut pas parler d'armement secret à l'époque des pharaons. Bah non, il n'y a pas de CIA. Surtout que ce qu'on constate dans le ciel précède toujours la technologie contemporaine, la technologie du moment. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'ovnis à cette époque-là, mais par exemple on voit des grands bateaux, on voit des caravelles. Oui. Quand on parle de crop circles à l'heure actuelle avec des formules mathématiques ou autres, et qu'on parle des Rockefeller, au Moyen-Âge, on ne parle pas des Rockefeller quand on parle des crop circles. Mais il parle de choses d'action du démon. Ce sont les interprétations de l'époque. De l'époque, parce qu'on voit des crop circles au Moyen-Âge déjà. On voit des crop circles au Moyen-Âge qui se forment dans le blé ou dans les moissons, en Angleterre. Il y a des observations comme ça qui sont faites. Il y a un dessin du Moyen-Âge que j'ai en mémoire, oui, où les gens du Moyen-Âge parlent de crop circles. Donc ça ne peut pas être de l'armement secret. Et tout l'intérêt, c'est de savoir, est-ce qu'il y a, c'est une question, s'il y a un monde de l'invisible, un monde qui échappe à nos sens, est-ce qu'il existe, puisque nous sommes dans une logique de hiérarchie occulte, est-ce qu'il existe des scientifiques, plusieurs personnes qui s'intéressent à l'ufologie parlent de cela, est-ce qu'il existe des scientifiques qui interrogeraient des entités interdimensionnelles? Et c'est tout à fait intéressant parce qu'à la fin du livre, du rapport Cometa, le général Letty émet l'hypothèse de BE, c'est-à-dire général Letty, donc, émet à la fin du rapport Cometa, de BE, c'est-à-dire de forme, d'entité interdimensionnelle, extra-biological. Je ne sais pas ce que veut dire, c'est un terme anglais en fait. Et extra-biological entity, probablement. Oui. Ça doit être ça, le BE. Oui, j'ai entendu parler même dans un film, il me semble, pour te dire ça, le BE. Donc ça rejoint. Et lui prend ça, tout est référencé dans mon livre. Il ne le sort pas comme ça de l'inconnu ou ex nihilo. Il le sort du plus grand magazine, un des plus grands magazines de la défense américaine, qui s'appelle Jane's Defense, où il parle d'entités qui seraient au service, autant que je me souvienne, de groupes supramaçonniques comme le CFR et le Bilderberg.
Tout ça, c'est noté dans mon livre, référencé. Le général, là, il dit ça. Il dit ça. Et tu as un général qui s'intéressait, un colonel, pardon, qui s'est intéressé à cela. Parce que tu vois, on peut parler, mais quand on met des gens, si tu veux, qu'on cite des gens qui ont des dimensions, je veux dire, qui ont une autorité, ça donne un poids à notre argumentation. Et le colonel Corso, qui a été un des plus gradés, je crois que ça a été, il a fait la campagne de Corée, me semble-t-il, a dit que certaines technologies militaires viendraient des extraterrestres. Le problème, c'est que le général Corso est décédé quelques temps après. Il a eu un accident, je crois qu'il a fait une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Il y en a quelques-uns d'ailleurs, hein, qui reprennent ces histoires-là et qui décèdent. Il y en a un qui fait, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a fait 2 crises cardiaques et la seconde, il est mort dans un hôpital, c'est-à-dire au lieu que son état se soit rétabli. Enfin, bon. Et le tout, c'est d'interpréter le terme extraterrestre. Est-ce que le terme extraterrestre veut dire entité interdimensionnelle ? Oui, parce que extraterrestre veut dire qui n'est pas terrien, en fait, et non pas forcément... Et quand je prends effectivement là encore la Bible, ce qui est intéressant, c'est que si je fais le parallèle, et c'est tout à fait logique, je pense aux anges déchus. Or, les anges déchus connaissent les lois de la nature. Parce que quand ils ont été précipités, quand ils ont été chassés du ciel, ils sont tombés sur la terre, ils connaissent les lois de la nature. Tout l'intérêt, c'est de savoir s'il y a une science qui marche en faisant de la magie. Et ça, il y a plusieurs personnes qui émettent cette hypothèse. D'où l'intérêt, j'en reviens encore à cela, comme quoi on voit bien qu'il y a, si on ne peut pas affirmer, en tout cas il y a une logique dans ce que l'on émet. On en revient à ce fameux Parsons, qui était un adepte de Crowley, qui était un sataniste, et plusieurs scientifiques comme cela, qui sont des... en tout cas, Parsons, c'est un des meilleurs cas où on voit que la science est très proche des Illuminati, par les Guggenheim, etc. etc. Et donc, donc la science, donc ils se servent totalement de la science, évidemment. Ben, ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse, c'est un des... j'ai plus le nom là encore une fois dans l'esprit, un des chefs de la CIA disait que toutes les informations sont dans la presse. Le tout, c'est de savoir les interpréter. Et on se rend compte que une certaine hiérarchie croit en certaines forces. Et cette hiérarchie-là, qu'on appelle les 13 lignées sataniques, par exemple, n'est pas du tout désintéressée par le monde de la science. Non, au contraire. Donc, comment peux-tu faire un lien, où le lien est tout tracé, je dirais, entre des pratiques occultes et un intérêt pour la science? Lorsque tu as ces deux intérêts, tu es forcé, je dirais, de les relier entre eux. En tout cas, c'est logique si on réfléchit un peu. Et donc, ça voudrait dire que les phénomènes ovnis, ce serait quoi? De l'armement secret? Ce serait des Ça peut être de l'armement secret. Des entités, on va dire, d'une autre dimension. Il y a, encore une fois, des témoignages pour les crop circles qui disent que des crop circles sont produits par la pensée. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a filmé la création d'un crop circle. On l'a jamais vu. C'est-à-dire, on arrive le matin, il y en a un, quoi. Hop, oui, alors ce qui est très bizarre, c'est que les animaux sont paniqués. Quand on va sur un crop circle... Il y a apparemment comment on appelle ça, du fer. Du fer et du magnétisme ou de la radioactivité. Oui, c'est-à-dire qu'avec un appareil photo ou une carte de crédit, elle tombe en panne, la caméra tombe en panne. Ça a été, alors la BBC a fait une expérience là-dessus, ils y rigolaient pas mal, parce que c'est encore une fumisterie. Ils y sont allés avec le matériel pour filmer et tout est tombé en panne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a du matériel ferrugineux dont on obtient l'état de liquéfaction à 900 degrés, 700 ou 900 degrés, je ne sais plus. Et ça, c'est déposé sur les tiges, ou du moins sur les tiges qui sont touchées, on va dire, par les crop circles, pliées, c'est ça, sans être cassées. Sans être cassées, voilà. Et ce dépôt ne brûle pas ou n'a pas brûlé
on va dire la plante, le blé, ouais, voilà. Alors, il y a ça. Et ensuite, il y a quand même une chose qui est tout à fait intéressante, c'est ce qui est écrit dans OVNI 40 ans de désinformation, de Jacques Parmentier. Il explique que les faux crop circles sont servis à cacher les vrais. C'est-à-dire que on a parlé de cas, c'est là où c'est... on a parlé de cas de fermiers, regardez, oui, alors j'ai des vu caméras. ça en Angleterre, mais j'ai pas trouvé ça très crédible, pour tout te dire, parce qu'on nous a montré une espèce de petit outil, machin, on nous a dit c'est avec ça qu'il fait ça et tout. Mais Jacques Parmentier explique, il est choqué par une chose, c'est que quand on trouve le fermier voilà, qui arrive à faire ça, au même moment, dans le monde entier, la presse télévisuelle, la presse, on va dire, papier, toutes les formes de presse qui diffusent à grande échelle, au même moment, parlent de ce cas-là. Ouais. Et il dit, pour en arriver, il vient à cette réflexion, pour arriver à mobiliser les grands médias du monde entier, pour qu'on parle de faux crop circles, c'est qu'il faut avoir un service de presse très puissant. Ah oui, ah oui. Ah ben, donc, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour discréditer les vrais crop circles. Ah mais tout à fait, parce que moi, quand j'ai suivi cette histoire de crop circle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à en parler, et tous les médias en ont parlé, c'est-à-dire ça faisait même polémique en Angleterre, parce qu'en Angleterre, on nous montrait tous les jours, il en apparaissait, etc. Au bout d'un moment, c'est comme si on nous a sorti, ah bah ça y est, voilà les coupables, on nous a sorti deux mecs en nous disant, bah voilà c'est eux, il n'y a jamais eu de procès. Je le signale, parce que je me suis renseigné pour savoir, il n'y a pas eu de procès, il n'y a jamais rien eu, c'est-à-dire on nous a montré deux mecs, on nous a dit c'est eux, terminé, pour dire que tous les crop circles de la planète, c'est du mytho, c'est des gens, si c'est pas eux en Angleterre, quand il y en a en Inde, bah, c'est deux rigolos en Inde qui font ça, etc. etc. Mais il n'y a jamais eu de suite d'ailleurs à cette affaire. Et les outils rudimentaires qu'on nous a présentés en nous disant, bah voilà, ils faisaient ça avec deux espèces de bâtons, puis une espèce de filet comme ça, machin, pour aplatir les trucs, ça paraît vraiment, alors là, c'est un peu se foutre de notre gueule, pour nous dire qu'on va faire des formes aussi compliquées avec des outils aussi rudimentaires, dans le noir, en une nuit, machin, ça fait un peu beaucoup. Et sans qu'il y ait de traces autour, parce que les crop circles souvent apparaissent au milieu des champs, et il n'y a aucune trace autour de personne, même de traces de pas, de quelqu'un qu'il faudrait qu'il vienne jusqu'à là, au moins, voilà, il n'y a même pas de traces, c'est comme s'il apparaît au milieu de nulle part. Le truc. Tout à fait. C'est ça, donc c'est quoi, c'est un armement, c'est quoi? C'est pour nous faire... Alors, on peut penser, on retrouve les Rockefeller derrière, d'après ce que j'en sais, mais ça aussi, j'ai fait plusieurs recherches auprès de magazines qui s'intéressent à ça, et c'est comme par hasard, le magazine d'ufologie ne parle jamais des Rockefeller. Et quand on s'intéresse aux Rockefeller, on perd vite la piste. Donc c'est que la piste est peut-être intéressante. Et l'intérêt, c'est de pouvoir parler, ou du moins réfléchir, sur des histoires, des interprétations d'armements secrets, mais comment comprendre cet armement secret alors qu'au Moyen-Âge, on interprète cela comme l'œuvre du démon. L'œuvre du démon, oui. Comment faire le lien entre les deux? C'est tout l'intérêt, je pense. C'est ça qui est le plus difficile, si j'ose dire. Oui, ou alors il faut être assez osé. C'est-à-dire, moi je ne pars pas du principe, en France, le problème que l'on a, c'est que avant d'aborder une chose, déjà, on a l'idée de la chose. C'est-à-dire que, voilà, comment paraître sérieux, c'est tout l'intérêt. En fait, on veut paraître sérieux avant même d'avoir étudié un cas. Ce qui est beaucoup moins, effectivement, cette attitude est assez singulière à la France, puisque quand on regarde, par exemple, je me souviens comme ça de documentaires de la BBC, où ils parlent de documentaires sur les vampires, par exemple, qu'est-ce qu'un vampire, où il y a différentes interprétations, le Loch Ness, etc. etc. C'est-à-dire que chez nous, on a déjà, avant d'étudier un sujet, on sait déjà ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Donc on ne peut pas avancer. Moi, je n'ai aucun scrupule. Je n'ai strictement aucun scrupule. Tout ce que je veux, c'est que dans le cheminement, effectivement, de démonstration, ça serait trop dire peut-être, mais dans le cheminement de ma réflexion,
je m'entoure de réflexions, ou du moins de gens qui sont soit des scientifiques, soit des prêtres, soit des que sais-je, enfin des gens qui sont qui ont autorité à parler. Tout le monde a autorité, on peut pas. Mais quand on prend ces personnes-là, des gens, on se rend compte qu'il y a des interprétations, qu'il y a des témoignages qui sont saisissants et qui donnent matière à réflexion et à contredire la Vulgate officielle, tout à fait. C'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt. Bah écoute, on va continuer à chercher, si j'ose dire, hein, et puis en tout cas merci Laurent d'être venu, parce que je vois que on va faire 4-5 heures d'interview bientôt dans un Ah bah avec un plaisir. Mais je pense qu'il y a encore à creuser, donc je pense que Laurent, on va la réinviter de toute façon, parce que j'ai l'impression qu'on a à peine fait l'intro. Je ne sais pas si on peut faire une conclusion, une pré-conclusion. Vas-y, oui. Comme je l'ai dit en début d'émission, je ne suis pas là pour apporter je ne suis pas quelqu'un qui a une connaissance des choses, ou je cherche. Et j'essaye de trouver à l'étranger ou voilà, des personnes qui ont réfléchi sur certains sujets, de les recouper, de voir ce que dit la Bible, d'avoir une logique par rapport à ça, d'avoir un fil conducteur, mais de n'avoir aucun complexe quant à l'aboutissement de cette réflexion. D'accord. L'intelligence, c'est de trouver des gens plus intelligents que moi, et Dieu sait qu'il y en a, et de n'avoir aucun scrupule, parce que ça c'est véritablement le fait de se mettre un préservatif sur la tête pour limiter l'intelligence, ou du moins la réflexion, l'autocensure, c'est déjà quelque chose qui n'est pas digne. Enfin, moi ce que je veux, c'est, voilà, il y a des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi sur des thèmes, c'est de pouvoir poursuivre, de pouvoir trouver une articulation à travers différentes réflexions et de pouvoir en dégager quelque chose de profond. Mais surtout, de ne pas tomber dans quelque chose de sclérosé, de préétabli, ce qui est tout à fait négatif. C'est ce que je trouve par rapport dans cette réflexion avec des gens comme Rock Socker, qui va très loin dans sa réflexion, sans affirmer. Sans affirmer. Mais en tout cas, au moins s'y intéresser, porter intérêt et pas ridiculiser toutes les thèses, les analyses, au contraire. Mais encore une fois, derrière. Ça on peut donner ça en dernier mot, c'est que les gens qui sont là pour nous dire la vérité c'est Darwin, parce que même si à l'heure actuelle Darwin bat de l'aile, s'il est battu en brèche, en attendant on ne l'a pas remplacé par autre chose. Parce qu'on ne peut pas le remplacer par autre chose. Et si il était vraiment discrédité, il y aurait peut-être un retour, on va dire, à une réflexion plus divine. Plus déiste en tout cas. Mais ce que je constate, c'est que les gens qui sont chargés, ou du moins le système qui est chargé de nous dire ce sont des bêtises, à un arrière-plan, il y a des personnes qui appartiennent à certaines lignées occultes, qui elles se soustraient tout à fait de tous ces complexes et ont une interprétation, une recherche, on va dire, le cas échéant, de l'archéologie interdite. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le darwinisme. Le darwinisme, c'est pour nous, mais pour eux, ils ont des centres d'intérêt qui vont très loin, puisqu'on retrouve les Rockefeller dans l'archéologie ou autre, dans la médecine, et aussi dans les histoires d'OVNI par rapport à ce professeur Sturrock ou autre. Donc c'est quand même assez curieux. Ouais, comme quoi, eux, ils n'imposent pas les règles qu'ils nous imposent. Hein. Ils ne s'imposent aucune règle. En tout cas, merci, Laurent d'être venu. Je pense que voilà, c'est les gens qui découvriront ces images sous peu. Voilà, vous apprécierez, voilà, puisqu'on a quand même bien creusé quand même le sujet, et je pense que malheureusement ce n'est que le début et qu'il y a encore à creuser. Oui. Et beaucoup de choses en tout cas. Merci d'être venu sur la libre antenne. Et puis voilà, vous n'avez qu'à suivre, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message,
c'est que vous êtes la résistance. Salut, ciao.